Les étoiles elles-mêmes sont loin d'être des objets qui durent. Alors il y en a évidemment qui ont des accidents encore beaucoup plus forts, et une des choses qui a montré à tout le monde qu'il y avait vraiment du mouvement dans le ciel, ça a été la découverte par Tycho Brahe d'une supernovae en 1572. Donc on a vu tout à coup l'apparition puis la disparition progressive d'une étoile, et Tycho Brahe a mesuré le parallaxe et a montré que ce devait être un objet qui était loin, ce n'était pas quelque chose dans l'univers proche. Évidemment, on n'avait pas encore l'idée de système solaire, galaxies, etc. Mais elle faisait partie de ce qu'on appelait le monde supralunaire. Et donc l'immuabilité des cieux était rompue. Donc, vous savez que beaucoup d'étoiles explosent à la fin de leur vie sous forme de supernovae, et qu'elles ont, pendant des temps courts, des luminosités qui sont parfois comparables à la luminosité de la galaxie où elles sont. Je vous montre un exemple à gauche et à droite d'une galaxie, une petite galaxie au bord de laquelle a explosé une supernova. Ça se voit très très bien. Il y a essentiellement deux types de mécanismes pour que les étoiles explosent. Une, c'est ce qu'on appelle l'effondrement du cœur, ou les supernovas gravitationnelles. Ce sont des étoiles qui, à la fin de leur vie, ont épuisé le combustible nucléaire qu'elles avaient en leur centre et n'arrivent plus donc à envahir à l'extérieur l'énergie nécessaire pour répondre à la gravité. Et donc, elles s'effondrent. Et après l'effondrement, il y a la matière, une partie de la matière rebondit, mais il y a surtout au centre des réactions nucléaires très rapides qui créent énormément de neutrinos. La grande majorité de l'énergie part en neutrinos, les neutrinos dont on vient de parler, mais une petite partie de l'énergie est transmise au reste de l'étoile qui éclate. Au XXe siècle, Gamow, dont nous allons reparler aujourd'hui, a été un des premiers à parler de ce mécanisme d'explosion de supernova, et voilà le dessin qu'il en faisait. Lorsqu'il y a effondrement du cœur, ensuite il y a énormément de réactions nucléaires qui mènent à la formation d'éléments radioactifs, et puis ces éléments radioactifs, en particulier le cobalt 56, se mettent à décroître dans des éléments qui vont jusqu'au fer 56, et l'énergie qui est émise alimente toute la matière qui est autour en la réchauffant, et c'est pour ça que l'on a une forte émission lumineuse, dont on parlait tout à l'heure. Et la variation dans le temps est donc complètement définie par le temps de vie des noyaux radioactifs impliqués, et donc on a toujours des courbes très similaires, comme celle que vous voyez ici, qui est celle qui a été vue pour la supernova la mieux étudiée jusqu'ici. En 1987, il y a eu l'explosion d'une supernova dans une galaxie très proche de nous, le grand nuage de Magellan, à seulement 160 années-lumière. Alors, 160 années-lumière, 160 000, excusez-moi, années-lumière. J'allais vous dire 160 000, ça a l'air d'un grand chiffre, et pourtant, c'est suffisamment près pour que cette supernovae ait été visible à l'œil nu. Et les observateurs qui étaient à la CIA, à l'ESO, en fait, a levé la tête et l'a vue à l'œil nu, puis ensuite il est allé la regarder au télescope, et puis il a prévenu tout le monde. C'était le 24 février 1987. Donc sur cette supernova, on a pu aussi détecter une partie de cet énorme flux de neutrinos qui était mis au début. Donc c'est super parce que ça fait des années qu'on disait toute l'énergie part en neutrinos, mais on n'en savait rien. C'est la seule fois où on a pu le faire, et ça a été vraiment démontré. Et puis on a pu aussi, là on parle de noyaux radioactifs, et on pense que c'est à cause de ces noyaux radioactifs que toute cette énergie a été mise. Mais on a pu avoir une détection aussi plus directe de l'existence de ces noyaux, parce qu'ils émettent des raies gamma précises, et ces raies, dans le cas de cette supernova, ont pu être observées également de la station spatiale russe. Donc ça fait longtemps qu'on observe les explosions de supernova, mais on n'a pas fini de comprendre
toute la façon dont elle fonctionne, c'est en fait extrêmement compliqué et c'est un des premiers sujets pour lequel les astrophysiciens se sont mis à utiliser les moyens de calcul les plus avancés. Et je dirais que ça a été comme ça maintenant pendant 40 ou 50 années. Une des premières personnes qui a fait ça, Colgate, travaillait d'une part sur des travaux liés à la bombe atomique aux États-Unis, mais d'autre part a utilisé les mêmes codes pour étudier les explosions de supernovae. Il est décédé il y a très peu de temps, il y a une quinzaine de jours, et donc je voulais aussi lui rendre hommage aujourd'hui. Et vous voyez, des dizaines et des dizaines d'années plus tard, eh bien, on continue à utiliser les moyens les plus avancés pour essayer de comprendre les explosions de supernovae. Maintenant, on fait des explosions dans lesquelles on met toute l'hydrodynamique, on met toute la physique des plasmas, et on ne fait même pas des choses avec une symétrie sphérique. On se rend compte qu'il suffit d'avoir une toute petite asymétrie pour que l'explosion devienne complètement asymétrique, ce qui explique d'ailleurs bien des choses que l'on voit, le fait que l'on trouve des étoiles à neutrons qui bougent très rapidement, avec des grandes vitesses, etc. Donc, fort sujet de recherche dans cette évolution de l'univers. Autre type de supernova, ce sont les supernovas thermonucléaires. Et là, il s'agit de deux étoiles qui sont en orbite l'une autour de l'autre. L'une d'entre elles devient une naine blanche et elle se met à recevoir, cependant que l'autre entre dans une évolution qui la fait gonfler et une partie de sa matière se met à tomber sur la naine blanche. Et la naine blanche accrète cette matière, devient de plus en plus massive et il arrive un moment où elle dépasse la masse que Chandrasekhar avait trouvée comme masse maximum possible pour qu'une petite étoile soit à l'équilibre, 1,4 fois la masse du Soleil, et à ce moment-là, elle s'effondre dans une explosion thermonucléaire. Donc ces supernovas, par exemple, c'est ce qu'on appelle les supernovas de type 1, sont très intéressantes parce qu'elles aussi ont des caractéristiques qui font que les explosions se ressemblent beaucoup d'objet en objet. Lorsque les supernovas ont explosé, il y a une onde de choc qui balaye l'espace interstellaire, et ceci dure pendant des centaines et des milliers d'années, et dans les étapes, et même beaucoup plus tard aussi, mais là c'est à des vitesses moins grandes, mais dans les étapes initiales, cette onde de choc qui se crée au bord de la supernovae interagit avec les particules des alentours et les accélère, en accélère une toute petite partie, et l'on pense que c'est ainsi que sont accélérés les fameux rayons cosmiques qui re-remplissent la galaxie périodiquement. Aujourd'hui, on est capable d'observer ces restes de supernovae avec une précision inégalée. Par exemple, je vous montre ce qu'est devenu cette supernovae que Tycho avait vue de ses yeux, telle qu'elle est observée aux rayons X. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez le tout petit bord autour, ça représente justement le choc qui est là et qui est très mince, et il y a une forte augmentation du champ magnétique dans cette région, et c'est à cause de ça que les rayons cosmiques sont accélérés de façon aussi efficace. Et ça ne fait vraiment que quelques années que l'on a pu mesurer ce champ magnétique. Armé de ces données, là aussi, on peut faire des simulations de l'évolution d'un reste de supernova dans lequel on accélère des particules, en tenant compte aussi de l'effet de ces particules qui sont en train d'être accélérées sur la supernova. Et ça donne des figures comme celle-ci. On a de plus en plus la possibilité de faire des observations pour les comparer. Alors, un autre aspect important d'évolution, nous avons parlé des étoiles et de leur mort, mais il y a aussi leur naissance. Et le fait qu'il y a des étoiles qui vont être formées dans les galaxies est, je dirais, un des actes les plus importants d'évolution de l'univers. Mais les étoiles se forment dans des nuages de gaz dans lesquels il y a aussi une mince poussière. Et cette mince poussière absorbe la lumière émise par les étoiles dans le visible et encore plus dans l'ultraviolet.
Quand vous avez une région de formation d'étoiles qui forme aussi des étoiles massives, donc les plus massives, on a vu, sont les plus lumineuses, et elles émettent plutôt de la lumière ultraviolette. Celle-ci est absorbée, et les rayons de poussière, évidemment, ils ne peuvent pas avaler cette énergie et ne rien en faire. Il faut bien qu'ils la recrachent, mais ils la recrachent à la température qui leur correspond. Si vous voulez, au départ, on a des rayons ultraviolets ou des rayons visibles correspondant aux températures de surface des étoiles, 6000, 10 000 ou plus degrés. Et à la fin, on a ceux que peuvent émettre des poussières qui, elles, sont à des températures de 100 degrés absolus et même moins, donc beaucoup plus froid. Donc, si l'on regarde dans le ciel vers un nuage opaque, et vous avez un exemple ici, on voit un endroit où tout à coup il n'y a plus d'étoiles. Alors c'est évidemment pas qu'il n'y a plus d'étoiles, c'est parce que entre les étoiles et nous, il y a un nuage qui nous empêche de les voir dans le visible. Si on va vers un infrarouge relativement